Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de la bête de la cave. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Avant toute chose, la seule chose que je peux vous dire c'est, désolé, du retard. Je pensais pas, le temps passe mais à une vitesse. Je me suis dit c'est bon, j'ai le temps, j'ai sorti ma vidéo, la première partie il y a pas longtemps, mais non, 9 jours. Là où je filme, 9 jours. Je vais me dépêcher demain toute la journée de faire le montage pour essayer de la sortir demain soir, comme ça fera 10 jours, mais pas plus parce que c'est abusé comment le temps défile à toute allure. Je pensais pas que ça faisait déjà 9 jours qu'on attendait tous, hein, parce que moi aussi j'attends la suite de l'histoire, parce que j'ai mon autre chaîne à m'occuper, j'ai sorti ma vidéo, c'est un jeu d'horreur qui va sortir ce vendredi même, et j'ai aussi ma vie privée, comme je vous le dis toujours, mais c'est pas des excuses dans le sens que, franchement oui, la seule chose que je peux dire vraiment, c'est que le temps file à une vitesse. Surtout que la vidéo de la première partie n'a pas duré vraiment aussi longtemps que je le voudrais, parce que comme je vous l'avais déjà expliqué, la vidéo elle faisait 50 minutes et en enlevant tout ce qui ne servait pas, ça fait toujours moins. À un moment donné, je lisais le fait que Marc entend une voix d'un gamin qui est, enfin, un gamin, une voix assez spéciale dans la cave. Le garçon qui vit dans sa cave, ça s'écrit K-E-I-T-H, un truc comme ça. Et les premières lectures, je disais qu'il s'appelait Kate. Ça m'a fait bizarre après, mais après plusieurs pages, hein, donc il a fallu dans ma vidéo que je relise précédemment toutes les phrases où son prénom était cité et que je l'appelle Case. Et du coup avec le montage ça fait bordel, enfin je veux dire, voilà quoi, donc j'ai dû enlever plein de passages, refaire des passages, donc après la vidéo c'est normal qu'elle est courte, donc ici je vais essayer de lire assez longtemps. Et demain, je vais bosser pour vous pour que vous ayez la vidéo. Je dis pas qu'elle sortira du coup à 20h, mais j'espère qu'elle sortira demain. Donc rappelez-vous où on en était. Marc, dont la mère est complètement psychopathe dans le sens qu'elle croit que tout va tuer son fils, ou le blesser en tout cas grièvement. Marc était parti en cachette faire un match de baseball avec ses copains, et il y a une fille qui fait 2 mètres de haut limite, avec 2 battes. Pourquoi elle joue avec 2 battes? Bonne question de ma part. Elle a commencé à faire voler une batte en l'air et Marc s'est pris un coup violent dans la tête. Il s'est réveillé chez lui, sa mère lui avait dit je t'avais bien dit. Donc il était sonné, son meilleur ami il était venu voir, tout ça et tout. Et rappelez-vous, depuis le coup à la tête, il entend une voix qui l'appelle dans la cave en disant qu'un certain Case habite dedans et qu'il va devoir s'occuper de lui. Quand il était dans la cave avec son pote pour faire un billard, je sais plus trop si s'était passé quelque chose, mais je crois pas. Mais en tout cas, quand le soir, il y a un soir, il était rentré chez lui. Oh non, il dormait. Il s'était réveillé, je crois, au milieu de la nuit. Il est descendu parce qu'il a entendu du bruit. Et quand il est allé à l'entrée de la cave, c'était sa mère qui était à l'intérieur. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, le Case là en question, il a parlé. Et la mère n'a pas entendu. Et puis quand il est remonté se coucher, le Case l'attendait dans la chambre. On s'en était laissé là. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va le savoir tout de suite. Comme d'habitude, hein, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Trop bouleversé pour pouvoir parler, je contemplais cet étranger depuis le seuil de ma chambre. Soudain, mes jambes se dérobèrent et je dus prendre appui contre le mur pour ne pas tomber. Un sourire cruel se dessina lentement sur le visage de Case et une brève lueur anima ses yeux noirs. « Entre donc, dit-il d'une voix doucereuse. J'ai pensé que nous devions faire connaissance puisque tu vas t'occuper de moi maintenant. » Je déglutis avec peine et restai un long moment paralysé d'horreur. « Non, pas question, finis-je par m'écrier en claquant vivement la porte. Elle possède une clé que nous n'utilisons jamais. Cette fois, je fermai à double tour, d'une main tremblante, et vérifiai si c'était bien verrouillé. Oui, je l'avais piégé. Case était bloqué dans ma chambre. Ma mère serait bien forcée de me croire à présent. « Maman !» criai-je dans l'escalier. « Monte vite !» Pas de réponse. Était-elle sortie? Non, elle devait se trouver dans la cuisine. Je secouai encore la poignée pour m'assurer que la porte était bien fermée et dévalai les marches 4 à 4 en appelant ma mère. Elle sortit de la cuisine, un torchon à la main. « Marc, que se passe? Monte vite !» lui criai-je. « Je l'ai attrapé, il est là-haut. » « Attraper qui ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë. « Le garçon, celui qui vit dans la cave. » Je l'empoignai vivement par le bras et l'entraînai vers l'escalier, mais elle se débattit et se libéra.
Marc, arrête! Je n'aime pas que tu te comportes comme un fou. Je ne suis pas fou, protestai-je. Je l'agrippai à nouveau, et cette fois, elle se laissa faire. Je n'aime pas ça, Marc. Le docteur Bailey m'a dit que si tu recommençais à te conduire bizarrement, je devais l'avertir immédiatement. Maman, s'il te plaît, plaidai-je. Case est enfermé dans ma chambre. Tu vas le voir toi-même. Comme ça, tu sauras que je ne suis pas fou. Tout en acceptant de me suivre, elle continua à marmonner entre ses dents. Mon cœur battait si fort que, arrivé sur le palier, je crus qu'il allait exploser. Je tournai la clé et poussai la porte. Je lâchai un cri d'étonnement. Tyler s'étalait de tout son long sur ma couette. Il remua la queue en nous apercevant, puis poussa un petit gémissement. Maman me posa doucement la main sur l'épaule. « Allonge-toi, Marc. J'appelle immédiatement le médecin. »« Non, attends !» protestai-je en me débattant. Je plongeai par terre et regardai sous le lit. « Case, tu es là ?» Personne. Je me relevai et fonçai jusqu'à la penderie. Je l'ouvris en grand. « Case ?» Il n'était pas là non plus. Je balayai la pièce du regard. Où pouvait-il se cacher? Tyler bondit hors du lit et quitta la chambre. « Tu sais pourtant que ce chien n'aime pas être enfermé, » commenta ma mère. « Ce n'est pas lui que j'ai enfermé, c'est Case. »« Ce n'est pas grave, Marc, » soupira maman. « Tout ira bien, tu verras. » Malgré tout, sa voix tremblait légèrement. Il était facile de deviner ce qu'elle pensait. « Ce coup sur le crâne ne t'a pas arrangé, mon pauvre Marc. Tu deviens complètement fou. » Je pris une profonde inspiration et tentai de m'expliquer calmement. « Maman, je ne sais pas comment Tyler est entré dans ma chambre, mais je suis sûre qu'il y avait un garçon. Je l'ai enfermé moi-même. »« Je vais téléphoner au docteur Bailey. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, » répéta-t-elle. Elle quitta ma chambre à la hâte. Ses paroles résonnèrent un instant dans ma tête. Tout ira bien. Comme d'habitude, elle avait tort. La salle d'attente du docteur Bailey était peinte dans des camaïeux de bleu et de vert. Un gigantesque aquarium où évoluaient des poissons multicolores occupait un pan de mur entier. Avec ces murs, ces chaises et cette moquette, tout en bleu et vert, j'avais l'impression de me retrouver moi aussi dans un aquarium. Une fille de 7 ou 8 ans, accompagnée par son père, était assise en face de nous. Toutes les 3 secondes, un terrible hoquet la faisait rebondir sur son siège. « Ça dure depuis 2 semaines, » nous renseigna son père en secouant la tête. « Papa, ça fait seulement 10 jours. »« Est-ce qu'elle a mangé des œufs ?» demanda ma mère. Le père de la fillette la regarda sans comprendre. « Le blanc d'œuf, poursuivit ma mère, c'est très dur à digérer. » L'homme la contempla pendant un long moment avant de murmurer « Je ne pense pas que ce soit ça. » La fillette rebondit de nouveau sur son siège. À cet instant, une colonne de bulles d'air remonta du fond de l'aquarium. J'avais l'impression de flotter en même temps que les poissons dans un bassin d'eau bleue. Ces hoquets commençaient à me taper sur les nerfs. Je n'avais qu'une seule envie, retourner à la maison au plus vite. « Rentrons, maman, je me sens mieux, » suppliai-je. Ma mère secoua la tête et prit un magazine sous la table basse. « Le docteur tient à t'examiner, » répondit-elle en commençant à le feuilleter. « Tu as reçu un mauvais coup sur le crâne, et tu n'as qu'une seule tête, alors il faut en prendre soin. » La fillette hoqueta encore. « Retiens ton souffle, enfin, » ordonna son père, agacé. « Ça fait 10 jours que je le retiens, » se plaignit-elle. Plusieurs centaines de hoquets plus tard, le docteur Bailey nous reçut enfin dans son cabinet. C'était un petit homme rondouillard, à la mine joviale, et au crâne lisse. Il portait un superbe nœud papillon et une blouse verte, de la même couleur que les murs de son bureau. Il tira un peu sur mes paupières et examina mes yeux avec attention. « Tout ça m'a l'air normal. » Il pressa doucement l'hématome sur ma tempe. « Ça te fait mal ?»« Un peu, avouai-je. »« Ça évolue très bien, conclut-il. Alors, Marc, dis-moi ce qui ne va pas. » J'hésitais à lui parler de Case.
Et si lui aussi me prenait pour un fou? Et s'il me renvoyait à l'hôpital? Devais-je lui avouer que je n'avais gardé aucun souvenir de mon hospitalisation? Le docteur m'observait fixement, attendant que je réponde. Finalement, je décidai de tout lui raconter. Il était médecin après tout. Il pouvait comprendre. Je lui confiai donc que je ne me souvenais pas de l'hôpital. Puis je lui parlais du garçon qui vivait dans notre cave. Je lui dis que j'avais rencontré Case, que je l'avais enfermé dans ma chambre et que j'avais retrouvé Tyler à sa place. Après cette confession, je me sentis mieux. Le docteur Bailey ne m'avait pas quitté des yeux pendant mon récit. À aucun moment il n'avait cherché à m'interrompre. Il se pencha un peu sur son bureau et poussa un léger soupir. « Ce n'est pas si grave, annonça-t-il finalement. « Oh, je suis soulagé, s'exclama ma mère. Le docteur Bailey se gratta pensivement la tête et ajouta: « J'aimerais quand même me livrer à une petite vérification pour m'assurer qu'il n'y ait réellement aucun danger. »« Laquelle ?» demandai-je. « J'aimerais enlever ton cerveau pour l'examiner, répondit-il. « Quoi ?» m'exclamai-je en manquant de tomber de mon siège. « C'est une opération tout à fait banale, nous rassura-t-il avec un sourire confiant. Mais, une fois que la boîte crânienne est découpée, le cerveau sort de lui-même, expliqua le docteur. Je n'en suis pas persuadé, protestai-je. Il haussa les épaules. Marc, je ne pourrais pas t'examiner correctement sans cela. Il faut en passer par là. Mon cœur s'emballa d'un seul coup et mes mains devinrent glacées. Vous plaisantez, docteur, bégayai-je. C'est une blague. Ma mère m'envoya un coup de coude dans les côtes. Voyons, Marc, me reprocha-t-elle. Le docteur Bailey, c'est ce qu'il dit. L'homme approcha son visage du mien et je remarquai de fines gouttelettes de sueur sur son front. Ce n'est pas une opération douloureuse, nous assura-t-il. Je levai un regard implorant vers ma mère. Tu ne vas pas le laisser faire, hein? Elle tapota doucement ma main. Je fais entièrement confiance au docteur Bailey. Je suis certaine qu'il y agira pour le mieux. C'est un spécialiste. Le médecin opina de la tête. J'ai déjà ôté des centaines de cerveaux. Est-ce que je pourrais en parler avec ma mère? Demandai-je, cherchant à gagner du temps. Nous pourrions revenir demain. En fait, je me sens très bien. Vous savez, en pleine forme même. Le docteur Bailey se gratta une nouvelle fois la tête. D'accord, rappelez demain, nous prendrons rendez-vous pour le décervelage. Le décervelage? Le médecin se leva, mettant un terme à la consultation. Je bondis de ma chaise et quittai le cabinet sans le saluer. Ma mère me rejoignit bientôt dans la salle d'attente. « Ce que tu as fait est très impoli, gronda-t-elle. « Je tiens à garder mon cerveau, rétorquai-je d'un air déterminé, en me dirigeant vers la sortie. Je fis au passage un signe à la fillette qui avait le hoquet. « Répondit-elle. « Oh là, son cas s'aggravait. »« Le docteur sait ce qu'il faut faire, poursuivit ma mère en me rattrapant sur le parking. Tu peux avoir confiance en lui. » Je montai dans la voiture, me calai dans le siège, bras croisés, et boudai pendant tout le trajet. « Je vais parfaitement bien, grognai-je entre mes dents. Mon cerveau est normal. Je ne verrai plus ce Case, j'en suis sûr. Il est parti à tout jamais. » Bien évidemment, c'était faux. Voyant à quel point j'étais angoissé, ma mère me dit finalement qu'elle attendrait quelques jours avant de prendre une décision. Cela me rassura un peu. Ce soir-là, je tapai un devoir sur mon ordinateur pour Madame Mosley. Nous devions raconter une histoire en nous mettant dans la peau d'un personnage. J'avais décidé de décrire une journée vue par Tyler. Je trouvais amusant de me mettre à la place de mon chien. Les chiens possèdent un quotient intellectuel de 10. C'est ce que j'ai appris en regardant une émission scientifique. 10, c'est loin d'être génial. On ne comprend pas tout. Pas étonnant que Tyler paraisse souvent surpris ou dérouté. C'est sans doute pour ça qu'il peut passer un quart d'heure à aboyer contre une poubelle vide. Je tapotais sur mon clavier, me souriant à moi-même. Je n'aime pas trop écrire, mais pour une fois, le sujet m'amusait. Soudain, le téléphone sonna. Je continuai à fixer mon écran, attendant que ma mère décroche en bas. Mais elle n'en fit rien. Je me levai donc et me dirigeai vers ma table de chevet.
Pris d'une soudaine appréhension, j'hésitai à décrocher. Un frisson me parcourut. Et si c'était Case? Je me souvenais de son premier appel, le jour où j'avais repris connaissance dans le salon. J'empoignai le combiné sans le soulever. Je ne savais plus quoi faire. Je ne voulais pas lui parler. Je voulais qu'il disparaisse de ma vie. À la 6e sonnerie, je finis par me résoudre à parler. « Allô » dis-je d'une voix mal assurée. « Marc, c'est moi. » Je fus saisi d'un nouveau frisson d'angoisse avant de reconnaître la voix. « Jérémie ?»« Oui, ça va, Marc? Je venais juste prendre de tes nouvelles. »« Ça va, » dis-je en m'asseyant sur mon lit. « Je travaille sur mon devoir de français. »« Moi aussi. Tu as choisi le point de vue de qui ?»« De mon chien, » répondis-je. Il éclata de rire à l'autre bout du fil. « Moi j'ai choisi mon chat. »« Tu crois que tout le monde va prendre un animal ?» demandai-je. « Ce serait trop drôle. » Nous plaisantâmes sur le sujet pendant quelques instants. Ça me faisait du bien de discuter avec Jérémie. Je me sentais à nouveau normal. « Il vaudrait mieux qu'on se remette au travail, » conclus-je au bout d'un quart d'heure. « On se voit demain. » Je reposai le combiné et retournai à mon bureau. Je m'apprêtais à m'asseoir lorsque je jetai un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur. Oh non! Mon texte avait disparu. À la place, il y avait un visage qui me fixait. C'était celui de Case. « Non !» hurlai-je. Alors un bras puissant s'enroula autour de mon cou et se referma sur ma gorge. Ah! J'étouffais. Des muscles d'acier écrasaient ma gorge. Je parvins à repousser le bras qui m'enserrait et me retournai vivement, pour apercevoir Gwendoline. Elle recula d'un pas et me décocha un large sourire. « C'est toi ?» haletai-je, encore sous le choc. « C'était quoi le but du jeu ?» Son sourire s'élargit encore. « Je t'ai fait peur ?»« Non, j'ai l'habitude que les gens m'étranglent par derrière, » grognai-je, sarcastique. « Je voulais te surprendre, fit-elle avec un petit rire. Mais on dirait que je ne sens pas ma force. »« Ça c'est sûr, répondis-je en massant ma nuque. »« Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Gwendoline s'assit lourdement sur la chaise de mon bureau. « Eh bien, je suis venu m'excuser. »« Quoi ?» soufflai-je, interloqué. « Vraiment ?» Elle renvoya ses longs cheveux noirs dans son dos. « À propos de la blague que j'ai faite en cours, tu te rappelles quand j'ai dit que j'allais te frapper une deuxième fois ?»« Oui, je me souviens, fis-je. »« C'était bête de ma part, poursuivit Gwendoline. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors je suis passé pour te demander pardon. »« Eh » protestai-je, « mais tu m'as pourchassé après l'école avec ta batte de baseball et... »« Ce n'est pas vrai, » trancha-t-elle en se levant d'un bond. « Je voulais m'excuser, c'est tout. »« Alors pourquoi avais-tu ta batte ?»« J'allais à mon entraînement. » L'expression de son visage changea soudain. « Tu n'as quand même pas cru que je voulais te frapper encore ?» Là, je ne savais plus quoi répondre. Je ne pouvais pas lui avouer la vérité. Elle irait raconter à toute l'école que j'avais peur d'elle, et je passerais pour une poule mouillée. Gwendoline plongea ses grands yeux verts dans les miens et murmura. « Tu sais, Marc, je ne me sens pas fier de cet accident. Je n'arrête pas de le revivre. Je revois le moment où la batte t'a frappé, puis celui où tu es tombé en hurlant. » Elle poussa un profond soupir. « Tu ne bougeais plus. J'ai eu si peur. J'ai cru que... » Elle détourna le regard. « Je vais bien maintenant, » la rassurai-je. « Ne t'inquiète pas. »« Je n'ai pas trouvé l'occasion de m'excuser avant. C'est pour ça que je suis là, » reprit Gwendoline. Elle m'observa avec insistance. « Tu es sûr que ça va ?» Je répondis d'un hochement de tête et repensai brusquement à Case. « En fait, j'ai un gros problème, avouai-je. Il y a un garçon qui n'arrête pas de me harceler. Il m'appelle au téléphone, il entre dans ma chambre. »« Un garçon qui te harcèle ?» répéta-t-elle, curieuse. « Regarde, là il y a son image sur l'écran, » dis-je en désignant mon bureau. J'étais en train de faire mon devoir de français quand le téléphone a sonné. Je suis allé répondre, et en retournant m'asseoir, je me suis aperçu que mon texte avait disparu. À la place, j'avais son visage sur l'écran. Elle fixa mon ordinateur et me regarda aussitôt, l'air confus.
Marc, dit-elle lentement, ton ordinateur n'est pas allumé. N'importe quoi, criai-je. Je regardai l'écran. Gwendoline avait raison. Il était noir, totalement noir. Pas de mots, pas de visage. Mon ami alla vers la fenêtre et s'y adossa, les bras croisés. C'est une blague? Je ne pouvais pas quitter mon ordinateur des yeux. Je n'avais pas rêvé, j'avais bien travaillé dessus ce soir, et j'y avais bien vu la figure de Case. Je ne suis quand même pas fou, paniquai-je. Il faut que tu me crois, insistai-je d'une voix tremblante. Il s'appelle Case, il me joue des tours, il me hante. Gwendoline me regarda bizarrement. Tu as commencé à avoir ces visions après l'accident, c'est ça? Et alors, m'emportai-je. Je l'ai vu, il était là. D'abord assis sur mon lit, et puis, tout à l'heure, il y avait son visage sur mon écran. Il dit qu'il habite dans ma cave. Gwendoline secoua la tête et ses longs cheveux retombèrent de chaque côté de son visage. Calme-toi, Marc, et réfléchis un peu à ce que tu dis. Je peux même te le décrire, continuai-je. Il a une chevelure noire semblable à la tienne et un regard fixe avec des cernes. Et l'air grave. Gwendoline haussa un sourcil. Attends, ça ne tient pas debout. Qu'est-ce qu'il ferait là? Pourquoi habiterait-il dans ta cave? Il m'a dit que je devais m'occuper de lui jusqu'à la fin de ma vie. Gwendoline m'observait en silence, mais je pouvais presque lire ses pensées. Pauvre Marc, il est bon pour l'asile. Une idée jaillit soudain dans mon esprit. Il est en bas, Gwendoline. Je sais qu'il y est. On peut vérifier. Comme elle ne répondait toujours pas, j'ajoutai. Descends avec moi, s'il te plaît. Je la vis se mordre la lèvre. Gwendoline est beaucoup plus courageuse que moi, songeai-je. Et elle est costaud. Si Case est dans ma cave, je me sentirai plus à l'aise avec elle. Je suis désolée, mais je ne peux pas, dit-elle finalement. Je dois rentrer, je n'ai pas encore commencé mon devoir de français. Sur ces mots, elle se dirigea vers la porte. Attends, la suppliai-je en me précipitant derrière elle. Je ne suis pas fou, Gwendoline, je t'assure. Et je peux te le prouver, viens avec moi. Elle s'arrêta sur le seuil, indécise. S'il te plaît, insistai-je. Il est en bas, on va le trouver, j'en suis sûr. À moins que tu n'aies peur. Tu plaisantes ou quoi? Dit-elle, piquée au vif. D'accord, allons fouiller ta cave. Je savais que mon argument serait efficace. Bon, se décida-t-elle. Tu me montres ton copain, et ensuite je rentre. Je descendis l'escalier avec elle, ouvris la porte de la cave et allumai la lumière. Je regardais en contrebas. Tout semblait calme. Pourtant, un frisson d'angoisse me parcourut. « Passe la première, dis-je à Gwendoline. » Nos semelles résonnèrent sur le bois des marches. La température diminuait à mesure que nous descendions. Ma mère se plaint toujours que la cave ne soit pas chauffée. Je suivais Gwendoline de près. Une fois en bas, je dus m'arrêter net pour ne pas la heurter. Nous balayâmes la pièce du regard. Un des néons du plafond avait rendu l'âme, et le fond du sous-sol était plongé dans l'obscurité. Le goutte à goutte d'un robinet mal fermé dans la buanderie troublait le silence. Un souffle rauque me fit sursauter, avant que je ne réalise que c'était celui de Gwendoline. Elle fit alors quelques pas et plaça ses mains en porte-voix. « Hé, il y a quelqu'un » Je me glissai derrière elle et tendis l'oreille. Pas de réponse. « Case » hurla Gwendoline. « Où es-tu » Je réprimai un frisson. Il était là. Je sentais sa présence. Pourquoi Gwendoline n'avait-elle pas peur? Un bruit sourd résonna dans la pièce et je sursautai. Une brusque rafale de vent venait de faire claquer un volet à l'étage. Tous mes sens étaient en alerte. Je perçus un autre son étrange. Une souris? Non, c'était le crissement des semelles de Gwendoline sous le lino. Elle s'avançait un peu plus dans la pièce. Je m'approchai du billard et jetai un œil en dessous. Personne. Gwendoline alla ouvrir l'armoire. Elle examina une à une les étagères, puis referma la porte et se tourna vers moi. « On a vraiment l'air bête, Marc. »« Il est là, l'assurai-je à mi-voix.
Il habite ici, il me l'a dit. » Gwendoline soupira. « On cherche encore quelques minutes, et puis je file. »« Allons voir près de la chaudière, » suggérai-je en traversant la pièce. Celle-ci se trouvait du côté le moins éclairé de la cave, et se dressait devant nous comme une gigantesque créature de métal. « Case » lança Gwendoline. « Où te caches-tu? Allez, montre-toi » Sa voix résonna contre les parois sombres. Le vent s'engouffrait sous les fenêtres en sifflant. Mon ami se remit en marche. « Hé, attends-moi » soufflai-je. Gwendoline ouvrit une malle remplie de vieux vêtements, dégageant une odeur de moisi. Elle la referma aussitôt. « Case » appela-t-elle. « Allez, ne sois pas timide. » Nous jetâmes un coup d'œil derrière la chaudière. Personne. Nous n'avons pas encore vu la buanderie. Il se cache peut-être dans le sèche-linge, suggéra Gwendoline, malicieusement. Je savais qu'elle ne prenait pas cette affaire au sérieux, mais je m'en fichais. Sans elle, je n'aurais jamais osé fouiller la cave. Je la suivais en direction de la buanderie quand soudain elle s'arrêta. « Il est là !» s'exclama-t-elle. « C'est lui ! Je le vois !»« Où ça ?» m'écriai-je en bondissant sur place. Gwendoline désigna alors le vieux mannequin dont ma mère se servait pour coudre. « Oh, pardon !» ricana-t-elle. Mon cœur battait à tout rompre. J'en tremblais encore. « Tu n'es pas drôle !» grondai-je en fonçant sur elle. Comme je tentais de la bousculer, elle m'esquiva sans peine. « Laisse tomber, Marc, je savais que tu voulais me faire peur en inventant Case, mais ça n'a pas marché. Il n'y a personne ici. »« Tu ne m'as pas cru une seule seconde ?» bredouillai-je. « Non. Qui goberait une histoire pareille ?» répliqua Gwendoline en haussant les épaules. « Tu penses que j'ai voulu me venger ? Exact. Comme ça, tu aurais pu raconter à toute l'école que tu m'as fait marcher. »« C'est faux, écoute-moi. »« Pas question, trancha-t-elle en regagnant l'escalier. J'en ai assez. » Je me précipitai à sa suite et la retins par le bras. « Attends, la suppliai-je. » Elle s'arrêta net et se tourna vers moi. « Tu n'arriveras pas à m'effrayer, Marc, » déclara-t-elle d'une voix calme. Ses pupilles réfléchirent un instant à la lumière de l'escalier et elle eut un sourire étrange. « Tu ne me feras pas peur, Marc, et tu vas vite savoir pourquoi, » ajouta-t-elle. « Qu'est-ce que... » fis-je sans comprendre. « Si tu voulais seulement m'écouter, je... » Elle m'interrompit d'un geste. « Je vais te montrer quelque chose. » Gwendoline plaça alors ses mains sous la rampe de l'escalier et ouvrit grand la bouche. Celle-ci enfla démesurément. Le reste de son visage finit par disparaître derrière cette bouche béante. Sa langue tomba mollement sur son menton. Une substance rose se mit à dégouliner. Petit à petit, la tête de Gwendoline disparaissait sous la masse informe. Au début, je crus que c'était une sorte de chewing-gum, mais ce que je voyais en réalité, c'étaient les entrailles de Gwendoline. Des organes jaunes s'accrochaient à la masse rose. Une longue chose grise s'échappa de sa bouche et s'enroula aussitôt sur elle-même. Des poumons violacés suivirent et un cœur palpitant apparut. « Oh !» Je venais de crier malgré moi. J'étais horrifié, mais je ne pouvais détacher mon regard du spectacle de ces entrailles exposées à l'air libre. Une terreur froide, fascinante, me poussait à contempler ce magma luisant dans lequel grouillaient des paquets d'organes. Gwendoline s'était retournée comme un gant. En réalisant cela, je hurlais, assailli par une panique sans nom. Mon cri résonna en écho dans la cave. Gwendoline n'était plus qu'une masse informe d'entrailles palpitant mes pieds. Les organes semblaient réagir à mes hurlements et tressaillaient en cadence, comme un tas de gélatine. Tandis que je m'époumonnais, une lumière blanche m'entoura. Elle était si vive qu'en fermant les yeux, je l'apercevais encore. C'était une lueur aveuglante. Mon cri se perdit dans ce halo lumineux. Gwendoline s'y retrouva noyée, puis toute la pièce. Ébloui, je sombrais dans cette lumière éclatante comme dans un puits sans fond. Lorsque j'ouvris à nouveau les yeux, je vis un plafond blanc. En tournant légèrement la tête, j'aperçus des rideaux, blancs eux aussi, entr'ouverts sur une fenêtre. Ma gorge était douloureuse,
d'avoir tant crié. Je clignai des paupières et le visage de ma mère apparut au-dessus de moi. « Tu es réveillé, Marc ?» demanda-t-elle doucement. Elle avait pleuré, ses yeux étaient gonflés et les larmes avaient laissé des traces sur son fond de teint. « Réveillé ?» répétai-je d'une voix pâteuse. « Tout ira bien, déclara-t-elle en posant sa main sur ma poitrine. Je me trouvais dans un lit, dans une petite chambre d'hôpital. « Tu as reçu un mauvais coup sur le crâne, Marc, dit-elle. L'ambulance t'a transporté ici. Tu es resté sans connaissance pendant près d'1 heure. » Hein? Sans connaissance? Je me suis évanoui? Ma mère approuva d'un hochement de tête. « Mais je me trouvais dans la cave, protestai-je. On le cherchait, Gwendoline et moi. »« Vous cherchiez qui ?» demanda ma mère d'une voix inquiète. « Case, le garçon qui vit dans la cave. »« Tu as rêvé, commenta ma mère avec un sourire apaisant. C'était si effrayant. C'est à cause de ce coup sur le crâne. Cela peut provoquer des cauchemars. Tu veux dire que je n'étais pas à la maison? Je ne suis pas retourné à l'école? » Non, fit ma mère en me regardant avec tendresse. Tu n'as pas quitté l'hôpital depuis ton accident. Je t'avais pourtant prévenu, Marc, me reprocha-t-elle en secouant la tête. Je savais bien que tu te ferais mal si tu joues au baseball. Elle continua à parler, mais je ne l'écoutais déjà plus. Je me sentais terriblement soulagé. Tout cela n'avait été qu'un rêve. Qu'est-ce qui vivait dans ma cave? Le docteur Bellet qui voulait m'ôter le cerveau. Gwendoline qui vomissait ses entrailles. Ce n'était qu'un cauchemar horrible. Rien n'était arrivé, et je n'avais plus rien à craindre à présent. J'étais si heureux que j'aurais voulu bondir hors du lit pour hurler ma joie. Je lançai un coup d'œil par-dessus l'épaule de ma mère, et je la vis. « Gwendoline !»« Oh non !» lâchai-je dans un râle. Elle était là, en chair et en os. Elle était vivante. Et elle traversait la pièce dans ma direction, une lueur mauvaise dans le regard. Je poussai un cri de panique et me débattis dans mon lit. Mais les couvertures bordées et serrées m'interdisaient le moindre mouvement. « Maman !» hurlai-je, « ne la laisse pas me frapper !» Gwendoline s'arrêta à quelques pas de moi, les yeux brillants. Ma mère posa la main sur son épaule. « Qu'est-ce qui se passe, Marc? Tu n'as quand même pas peur de ta sœur? »« Ma sœur ?»« Non, protestai-je. Elle m'a frappé avec la batte et ensuite... »« C'est fou, répliqua Gwendoline. Tu es fou, quoi? Je ne t'ai pas touché. » Ma mère s'interposa doucement. « Ta sœur n'y est pour rien, dit-elle d'une voix apaisante. Elle n'était pas sur le terrain. Tu ne te souviens pas? »« C'est le coup qu'il a reçu sur le crâne, commenta Gwendoline. Il a perdu la mémoire. » Elle m'examina avec soin et ajouta calmement. « Tu te souviens de quelque chose? »« Bien sûr, grommelai-je. En fait, c'était plutôt confus dans mon esprit. « Marc, combien font 4 et 4 ?» demanda Gwendoline. « Laisse ton frère tranquille, gronda ma mère. » Elle se tourna vers moi en fronçant les sourcils. « Tu te rappelles bien que tu as une petite sœur, n'est-ce pas, Marc? »« Petite sœur ?» Elle devait me dépasser d'une tête. « Oui, je m'en souviens, râlai-je. Comment pourrais-je l'oublier? C'est ce cauchemar qui a tout chamboulé. Dans mon rêve, elle n'était pas ma sœur, et c'était elle qui me donnait un coup de batte. »« C'est Jérémie qui t'a frappé, intervint Gwendoline. Tu t'en souviens vraiment pas? »« Jérémie ?» répétai-je, abasourdi. « Marc est encore perturbé, déclara ma mère. Mais le docteur Bellet affirme que tout ira mieux très bientôt. Sauf qu'il va rester débile, corrigea ma sœur. « Gwendoline, s'offusqua ma mère, pourquoi dis-tu ça? »« Parce qu'il était déjà débile avant son accident, gloussa-t-elle. Je poussai un grognement exaspéré. J'aurais bien aimé lui flanquer une raclée, mais j'étais ligoté par les couvertures et je me sentais trop faible pour bouger. Une douleur sourde cognait dans mon crâne, et certains épisodes de mon cauchemar revenaient hanter ma mémoire par flash. Je revis Gwendoline qui se retournait comme un gant, et ses entrailles rosâtres qui palpitaient, semblables à un tas de gélatine. Je revis Case tranquillement assis sur mon lit, comme s'il était chez lui. Je secouai la tête pour chasser ses souvenirs et me penchai vers ma mère. « Dis-moi, maman, on ne connaît pas de garçon qui s'appelle Case? Je veux dire, il ne vit pas dans notre cave. »« Mais si, bien sûr, répliqua aussitôt Gwendoline. « Quoi ?» m'exclamai-je horrifié.
Ma sœur me décocha un large sourire. La cave est pleine de gens. On refuse même du monde. On a d'ailleurs créé le club de la cave. Et dès qu'on sort, ces inconnus s'installent confortablement à la maison. Elle éclata de rire, ravie de sa blague. « Arrête d'embêter ton frère, la reprit ma mère. Il a suffisamment de mal à se remettre comme ça. » « Désolé, fit Gwendoline tout en continuant de pouffer. « C'est la nervosité, tenta d'expliquer ma mère. Ta sœur était très inquiète pour toi. » Je me laissai doucement retomber sur l'oreiller et soupirai. Ce rêve, il semblait si réel. « Repose-toi, mon chéri, dit tendrement ma mère. Il te faudra du temps pour retrouver tes esprits. » Elle entraîna Gwendoline vers la porte. « Nous allons prendre un café pendant que tu dors. »« Quand est-ce que je sors d'ici » m'inquiétai-je. « Bientôt, promit ma mère, dès que le docteur Bellet t'aura ausculté. S'il trouve que tout va bien, tu pourras revenir à la maison. »« Super !» Je voulais quitter cet hôpital au plus vite. Je n'aurais jamais fait de tels cauchemars si j'avais été dans mon propre lit. « À plus tard, Marc » fit Gwendoline avec un petit geste de la main. Elle se retourna juste avant de sortir et demanda « Au fait, combien font 4 et 4 ?»« Gwendoline » protesta ma mère. « 9 » répliquai-je. « Bien, ça s'améliore » fit-elle en riant. Après leur départ, je restai de longues minutes à contempler la porte. Puis je fixai mon attention sur le plafond et entrepris de compter les carrés blancs qui le composaient. Une douleur sourde me lançait encore dans les tempes, mais elle commençait à s'apaiser. Mes paupières devinrent de plus en plus lourdes, et je dus m'endormir. Une légère pression sur mon épaule m'éveilla en sursaut. Un jeune docteur en blouse blanche était penché sur moi. « Marc, je suis le docteur Bellet. » Il ne ressemblait en rien au médecin de mon rêve. Grand et bronzé, il avait des cheveux blonds bouclés et des yeux bleus pâles. On aurait dit un acteur jouant un rôle de docteur. Il ne semblait pas réel. « Alors, comment te sens-tu » demanda-t-il d'une voix calme. « Pas trop étourdi? Tu as mal à la tête ?»« Un peu. »« C'est normal. Bon, je vais t'examiner. Tu dois avoir hâte de rentrer chez toi. »« Oh oui !» Il regarda mes yeux. « Bien, tout a l'air normal. Montre ta langue. » J'ouvris grand la bouche. Le docteur empoigna ma langue et tira. « Et » voulus-je protester. Seulement je ne pouvais plus parler. Ses doigts tenaient fermement ma langue. « Ça fait mal, arrêtez !» C'est ce que j'aurais voulu dire, mais seul un râle étouffé jaillit de ma gorge. Le médecin tirait de plus en plus fort. Je commençai à me débattre, mais il me plaqua contre le matelas, une main sur mon torse, et continua. Ma langue s'allongeait démesurément. Elle pendait maintenant à côté du lit. Le docteur en sortait des mètres et des mètres qui venaient s'entasser sur le sol. Il voyait bien que j'étouffais, et pourtant il continuait à tirer, encore et encore. Ma langue ressemblait à un serpent rose lové sur lui-même. Le docteur ne s'arrêtait toujours pas. À présent, il chantonnait doucement. « C'est un rêve, me dis-je, un de mes horribles cauchemars. » Je fermai les yeux en me concentrant de toutes mes forces. « Réveille-toi, Marc, réveille-toi !» J'ouvris de nouveau les yeux. Le docteur était toujours là, occupé à extirper des kilomètres de langue. Et cette fois, je ne rêvais pas.